Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau 3 invités, mais malheureusement 2 ont répondu à l'appel. J'ai avec moi en studio le père Éric Aguenounon. Il est philosophe politique, écrivain essayiste, analyste politique. Il sera face à Agapite Napoléon Maforican, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ESAE TV, juriste consultant média communication. Il est analyste, chroniqueur politique. Avec eux, chers amis internautes, nous essaierons de décrypter la rencontre qui a eu lieu lundi dernier entre le président Patrice Talon et le président du parti politique Les Démocrates, Éric Roundété. Nous parlerons des implications politiques de ce conclave et notamment l'impact sur l'obtention de la libération de Ricky Madougou et de Joël Frédéric Aïvor. Au cours de cette émission également, nous parlerons de l'intérêt de la nomination d'un ministre conseiller à l'investissement. Et si le temps nous le permet, bien évidemment, chers amis internautes, nous aurons de faire quelques commentaires sur l'actualité politique au Bénin. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec le père Éric Aguenounon. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. Je vous en prie. Vous êtes philosophe politique, écrivain essayiste, analyste politique. Merci à vous. Merci également à Agapite Napoléon Maforican pour les sacrifices de tous les jours. C'est un plaisir renouvelé. Merci, juriste consultant média communication, analyste, chroniqueur politique. Alors, père Éric Aguenounon, je me penche vers vous. Comme tout béninois, tout citoyen béninois, comme tout commentateur de l'actualité politique du pays, vous avez suivi cette rencontre qui a eu lieu au Palais de la Marina lundi dernier. Lorsque vous avez vu les images qui sont sorties du Palais de la Marina, on voyait Patrice Talon et Éric Roundété. Quel a été votre ressenti? Je vous remercie d'entrer pour l'invitation. Oui. Je salue cordialement le doyen Agapite Maforican. Merci mon père. Que je croise sur le plateau. Un plaisir. Voilà. Et en fait, cette question serait mieux adressée à un opposant qui pourrait mieux décrypter l'actualité et peut décortiquer cette question. Je crois que cette rencontre est une rencontre qui était attendue. Une rencontre qui est bienvenue. Et le premier but, c'est déjà de créer une ambiance de décrispation au lendemain des élections législatives et de montrer que le pouvoir central a compris que au Parlement, il y a une nouvelle coloration. Il y a l'opposition, il y avait eu il y a quelque temps. Et deuxièmement, c'est aussi l'occasion d'échanger directement avec
le président du Parti des démocrates, Éric Rondeté. Quand il y a des conclaves comme ça, on ne sait pas trop tout ce qui a été dit. tout ce qui a été dit. Mais ce qui est sûr, les deux hommes se connaissent. Les deux hommes ont eu peut-être le temps d'aborder plusieurs sujets, plusieurs questions. Mais vous savez, le lieu qui est éminemment politique, c'est le Parlement. Et rencontrer le chef d'État, c'est bien. Mais aussi gagner après, une à une, les batailles au Parlement, se trouver sa place au Parlement, c'est autre chose. Et troisièmement, je crois que cette rencontre augure d'une bonne entente et d'un bon climat entre le pouvoir central et puis cette nouvelle opposition qui est institutionnelle. Voilà. Merci à vous, Père Éric Aguenounon, pour cette première intervention. Agapit Naploma-Fourican, je me retourne vers vous. Alors, l'analyse politique, qu'est-ce qu'il a retenu de cette rencontre-là, de façon sommaire et expéditive? Disons que c'était une bonne rencontre. C'est une bonne rencontre après toutes les phases qu'on a connues depuis 2018-2019. C'était nécessaire que les partis se rencontrent bien et pour échanger, pour reprendre l'angle. Je trouve que également Patrice Talon ouvre une autre page de sa gouvernance, puisque disons que cette opposition très radicale qui a quand même bloqué pratiquement tout le dispositif depuis 2018-2019 avec des exigences un peu enfin, qui n'était vraiment pas qui ne répondait pas réellement. Elle n'était pas fondée selon vous? Oui, mais qui n'était pas fondée dans la mesure où les mêmes exigences, rien n'a changé. Bon, ils ont repris le chemin de l'école et bon, finalement, ils rencontrent le chef. Toutes les lois, toutes les réformes qu'ils ont rejetées, apparemment, ils en retrouvent aujourd'hui les bien fondées. Tant mieux. Moi, j'ai aimé que le chef de l'office de l'opposition, parce que pour moi, à partir du moment où les élections sont terminées, avec 28 députés, avec même un député, puisque c'est la seule force de l'opposition au Parlement, j'ai aimé que le chef de file de l'opposition revendique carrément ce qui lui revient, et c'est cela la démocratie. Donc, heureux de voir l'enfant prodige revenir au bercail, heureux de voir le père l'accueillir, et heureux d'espérer que, et peut-être dans l'espérance que nous ne connaîtrons plus un peu ces moments, disons, de blocage et de remise en cause. Je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la vie politique. Dans la vie politique du pays. Alors, Père Éric Aguenounon, le président Éric Rondeté, à l'issue de cette audience, a eu à exprimer ses impressions. Est-ce que de ces impressions-là découle une rencontre fructueuse, qui a été fructueuse? Bon, politiquement parlant, le fait déjà de se rencontrer, c'est fructueux. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de se rencontrer, de s'asseoir et de discuter. S'ils ont pu s'asseoir pour discuter comme ça, c'est parce que le paysage politique a déjà changé. Et ça, c'est important. Important pour ceux qui rentrent au Parlement et c'est important aussi pour le chef de l'État qui constate que la coloration politique du Parlement, l'ambiance politique du pays a changé. Et discuter, c'est la conséquence de ce changement-là. Maintenant, au niveau de la discussion, savoir les rouages, voilà, la profondeur, ça, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir. Mais ce qui est sûr, le président Éric Rondeté a exprimé quelque chose d'important. Il dit toutes les préoccupations ne sont pas prises en compte encore. Mais c'est évident. Un pouvoir en place et une opposition ne peuvent pas avoir coché toutes les cases, c'est impossible. Maintenant, dans la mise en œuvre de cette collaboration entre mouvance et opposition, en allant pas à pas, je crois que des choses vont s'améliorer, des choses vont se faire. Et il ne faut pas s'enfermer dans cette première case de départ. Il faut
avoir un regard d'espérance sur tout ce qui peut venir après. Tout ce qui peut venir après. Je reviens dans un instant par rapport à ce qui peut venir après, mais Agapit Napolema Fréquent, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de chef de file de l'opposition. On a vu que dès que Éric Ngoundete a été reçu par le chef de file de l'opposition que vous consacrez ce matin sur ce plateau, celui qui a encore le titre, en attendant que le décret soit pris, a eu quand même à opiner, à monter au créneau. Quand on sait que Paul Hongpè a tout le temps manifesté son désir de rencontrer Patrice Talon pour échanger sur la question de la vie politique, quelle interprétation peut-on donner à cette audience-là? Est-ce un désaveu pour Hongpè ou peut-être une coïncidence heureuse avec l'agenda politique du chef de l'État? Écoutez, dans mon rôle d'analyste, moi, je ne suis plutôt pas. Moi, le choix de Hongpè ne m'intéresse pas. C'est des cas individuels. Nous sommes dans la République. Et nous parlons des questions de gouvernance nationale. Oui, mouvance opposition. Non, c'est même pas mouvance opposition, c'est la gouvernance. Il y a un pouvoir en place, il y a une loi qui donne une place à l'opposition. Oui, justement, un chef de file d'opposition qui a été nommé par décret. Avec des conditions, non, oubliez. Qui n'a pas eu accès à oubliez décret, oubliez, c'est un principe. La loi. C'est un principe, oui, la loi remonte le décret, donc la loi prime sur le décret. Donc pour moi, à partir du moment où les démocrates ont pu avoir l'autorisation de siéger au Parlement et que les FCBE ne l'ont pas eu, il est évident que la donne a changé. Donc, il n'y a pas de décret. On n'a pas besoin d'un décret. Le décret crée des conditions. Les conditions, disons, d'effectivité. Mais, de fait, les conditions sont créées par l'élection. Par et la non-obtention d'audience par Hongpè. Non, attendez, donc ça crée les conditions donc d'effectivité, de fait, de fait. Donc pour moi, dès la proclamation des résultats des législatives, Éric Ngoundete devient de fait chef de file de l'opposition dans le cadre donc des dispositions de l'article 8 de la loi de 2000, de la loi 40. Tout comme Éric Ngoundete et Paul Hongpè l'avait été. Je ne sais pas pourquoi vous opposez Hongpè et Ngoundete. On ne l'oppose pas. C'est pas la même chose. On constate. Hongpè était le seul parti d'opposition qui avait reçu mandat de siéger dans une des assemblées, les assemblées communales. Donc c'était normal qu'il reçût. Il y avait plusieurs conseillers communaux élus. Oui, c'est ça que je dis. Dans les assemblées communales, c'était normal qu'il reçût cette nomination. Donc, oui, en qualité de chef de file d'opposition à l'époque, il avait voulu échanger avec le président de la République sur des questions qui préoccupaient quand même les Béninois, certains de ses militants. Il y a plusieurs manières d'échanger avec le chef de l'État. Il y a plusieurs manières. Il peut envoyer un courrier. C'est le chef de l'État qui apprécie, avec qui il discute. L'opposition, vous savez, même dans les grandes démocraties, d'abord aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a un moment où le chef de l'État discute avec l'opposition, peut-être en temps de guerre, sinon normalement c'est séparé. On est dans un régime présidentiel clair et totalement où chacun est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle. L'opposition n'est pas un collaborateur de pouvoir politique. L'opposition exprime une vision alternative, propose l'alternance et se maintient à ce niveau. Donc, lorsque les situations le recommande. Le chef d'État peut demander à rencontrer qui il veut, et donc l'opposition. Mais l'opposition, quand l'opposition souhaite le rencontrer, sur des faits, que demander Hongpè, quand on met les deux en opposition, Éric Ngoundete est allé pour poser le problème de son décret. Hongpè n'a pas eu à demander un décret. Son décret c'est sorti automatiquement. Donc Éric Ngoundete est parti pour dire, bon voilà, il y a confusion, mais bon voilà, il faudrait quand même... Mais Hongpè aussi voulait discuter des carrés qui... Non, attendez, donc il n'a pas demandé le décret. Hongpè a eu ça directement. Éric Ngoundete est allé pour demander la libération de nos camarades détenus, c'est ce qu'il a dit, Dixit, et donc de ceux qui sont en exil. Dixit en plus. Donc, Paul Hongpè a déjà exprimé largement la même vision. Alors, quand vous regardez, et vous allez demander le décret sur la liste civile, et Paul Hongpè ne l'a pas exprimé formellement. Donc, aller échanger avec le chef de l'État, c'est pas des parties de récréation. Quand le chef de l'État estime qu'il faille rencontrer une force, le chef de l'État le rencontre. Donc moi, je pense que le point de FCBE... Donc, on peut déduire de vos propos là que les démocrates est une force politique d'une connotation plus forte. Que absolument, FCBE. Ils sont représentés au Parlement. N'oubliez pas ça. Et le Parlement est le lieu de l'expression de la volonté populaire. Le Parlement, c'est le lieu par excellence de l'expression démocratique, parce que c'est là que le peuple souverain s'exprime à travers ses représentants élus. Le chef d'État est un des représentants élus, les conseillers communaux et autres façons, mais le Parlement votant les lois
contrôlant l'action du gouvernement et votant les lois de finances et autres, constitue un lieu par excellence où ces moments se... Merci. Donc, c'est important que ceux qui siègent au Parlement essayent d'échanger avec le chef d'État, même si on est... Sur la même question, Père Eric Aguelouno. Bon, il ne faut pas être formaliste. Il faut pas être formaliste. En politique, il ne faut pas s'enfermer dans le formalisme. Il faut être plutôt dans ce qui est factuel et dans ce que le peuple décide. Donc, il peut y avoir plusieurs sortes d'opposition. Et quand vous parlez d'opposition radicale, je crois que la position de Kandé Azané est encore plus radicale. Et pour moi, je trouve que c'est lui qui est très, très radical. Bon. Et donc... Lui, il n'est pas une opposition. C'est un résistant. Il parle de la résistance. Donc, je pense que, et avec l'élection législative de janvier dernier et avec l'entrée des démocrates au Parlement, et donc la carte politique a changé. Et donc, la personnalité représentative de l'opposition institutionnelle a changé. Donc, il ne faut pas revendiquer un papier formel avant de rentrer dans un rôle, avant de rentrer dans une dynamique d'action, de dialogue et d'échange avec le chef de l'État. Parce que en politique, que ça soit une mouvance, que ce soit une opposition, le regard du politique est tourné vers l'électorat, vers le peuple. Qu'est-ce que le peuple a décidé? Qu'est-ce que l'électorat a décidé? Et vous voyez, quand des ministres se présentent aux élections et échouent dans les pays occidentaux, on les gomme tout de suite, on les enlève tout de suite. Donc l'électorat compte. Non, on aurait dû faire la même chose au Bénin? Je dis pas ça. Comparaison n'est pas raison. Mais il faut le constater quand on est en train de faire des analyses politiques. Donc, dans ce cas, Éric Roundété est mandaté par un électorat et il est représentatif aujourd'hui dans la discussion institutionnelle, dans la discussion républicaine avec le pouvoir central, parce que l'électorat leur a fait confiance en majorité et ils ont eu un certain nombre de députés et ils sont représentatifs aujourd'hui. Donc, cette discussion qui s'établit est une discussion normale et qui ne doit pas attendre un formalisme avant de travailler. Avant de travailler. Alors, lorsqu'on parle toujours du travail, comme je le posais tout à l'heure à Agapit Napoléon Mafoïkan, on a constaté que dans un passé, il y avait eu des électeurs qui ont eu confiance, qui ont fait confiance à un parti politique, Force pour le Point émergent, qui se réclamait de l'opposition, avec pour leader Paul Hongpè, ce qui a fait d'ailleurs, au regard des discussions légales, qu'il soit consacré chef de file de l'opposition. Ce dernier a manifesté à maintes reprises sa volonté de rencontrer le chef de l'État pour échanger sur des questions qui touchent la vie des Béninois, mais rien n'y fit. Mais qui vous dit qu'ils n'ont pas échangé? Mais il y a plusieurs voies pour échanger. Peut-être il est allé rencontrer le chef d'État à son domicile, qui sait? Il y a plusieurs endroits où on peut voir le chef de l'État. Ils ont peut-être pu échanger également au téléphone. Au téléphone, ils peuvent le voir, ils peuvent se rencontrer sans caméra, sans journaliste, sans rien. Bien sûr. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas échangé. Et ils ont certainement échangé à notre insu. À votre insu. Voilà. Mais on a lu un peu dans la presse, Paul Hongpè, au lendemain de cette audience-là. Mais parlons toujours de cette audience, Agapit Napoléon Mafoïkan. Ce qui a été dit par Éric Roundété sur la situation de Ricky Madougou et de Joël Frédéric Aïvor augure de quoi, selon vous? Non, bon, juste beaucoup conclu par rapport à Paul Hongpè. Moi, je pense qu'au niveau des métiers, on n'a pas franchement à passer du temps sur ces genres de détails, parce que, comme je l'ai dit, il appartient au chef de l'État de gérer son calendrier. On n'est pas en guerre, on n'est pas en situation exceptionnelle. Donc, le chef de file de l'opposition a tout le travail à faire que d'aller échanger avec le chef de l'État. Quand vous lisez la loi
2045, vous allez voir, vous rendre compte qu'il a son clos, il a son axe, il a son rayon. Et c'est lui qui peut être appelé, c'est le chef d'État qui peut l'appeler et le mandater pour les intérêts nationaux, pour les intérêts touchant l'intérêt, pour des activités ou les missions touchant l'intérêt sur les intérêts supérieurs du pays. Donc, il n'a qu'à travailler. On ne doit pas compter combien de fois le chef d'État a rencontré un chef de file de l'opposition, un autre, non. Donc, il faudrait que nous quittions ça là et que les FCB eux-mêmes comprennent qu'ils cessent de jouer un peu aux jaloux. Hein, et dans la mesure où ils ont déjà eu le temps. À chacun son temps. Autre temps, autre mœurs, justement, exactement, à chacun son temps. Donc, le temps est passé pour le moment, ça peut revenir, ça dépend. Donc, pour moi, il faut vraiment pas que les médias rentrent dans ce truc. Alors, lorsqu'on revient à Eric Ounete. Alors, donc, Eric Ounete, oui, a posé un certain nombre de problèmes, dont celle de leurs amis, leurs camarades qui sont en prison. Et il a dit que le chef d'État l'a envoyé vers le Parlement. Puis ils n'ont pas de loi. Ils n'ont pas de loi, c'est le Parlement, évidemment. Donc, ça augure de quoi? Alors, ça augure de quoi? Moi, je voudrais bien que ça augure de quelque chose. Parce que ça fait partie des 2 ou 3 voies par lesquelles les personnalités dont nous parlons peuvent retrouver leur liberté. La remise de peine, la grâce ou l'amnistie. Alors, en faisant le choix de l'amnistie, c'est qu'ils font un choix risqué, qui doit avoir des conséquences. Alors, l'une des premières conséquences aurait pu, après cette rencontre, essayer de ne pas s'arc-bouter, par exemple, de montrer leur bonne foi. Ils ont posé 2 autres actes après cette rencontre avec le chef de l'État. Soit les rencontres du président Soglo, c'est-à-dire, le président Soglo, autre temps, aurait pu être un bon médiateur. Oui. Depuis le temps, est beaucoup plus partisan. Il a pris position dans le débat politique national. C'est son droit, mais il ne devient plus. Donc, du coup, après avoir rencontré le chef d'État, aller rencontrer le président Soglo ne me paraît pas, en termes de casting et de timing, est mauvais. Quitter le chef de l'État pour aller voir le président Soglo n'est pas le bon timing. Pour moi, c'est clair. Parce que... Après l'autre acte? Donc, le deuxième acte, c'est le non-vote du rapport du président de l'Assemblée nationale. Le rapport du président de l'Assemblée nationale est passé hier avec sans les voix de l'opposition. Alors, ça pose moi un problème. Quelle est leur posture? Vous ne pouvez pas recevoir sans donner. Et donc, si vous voulez l'amnistie, vous devez vous comporter comme des gentlemen. Alors, savoir discuter. Quand on dit, on m'a renvoyé, quand vous venez de dire le chef de l'État a renvoyé vers le Parlement, c'est lourd de sens. C'est-à-dire que c'est là-bas que ça les discute. Moi, j'ai été chroniqueur parlementaire, j'ai été journaliste au Parlement pendant un bon bout de temps. C'est là-bas que j'ai vu des partis le PRD, la RB, Mme Simou Sharaf, père son âme, et Mme Viera Soglo, père son âme. Vraiment, c'est s'empoigner, c'est-à-dire de forts débats virils, comme on le dit. Mais qu'à la fin, lors des pauses, vous voyez comment ils discutent. Donc, ils se donnent des concessions. Il faut échanger, il faut aller l'un vers l'autre. Alors, si vous vous demandez à Bruy ou à Yadia, et vous n'êtes pas en mesure de montrer votre prédisposition politique, ça pose un problème. Le rapport du président de l'Assemblée nationale, c'est quel rapport? C'est de 12 février à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour qu'on rejette le rapport? Moi, j'estime que c'est déjà un mauvais acte qu'ils ont posé, qui embrouille leur propre discours et qui ne fait pas augurer de quelque chose de bien dans cet acte d'amnistie. Puisque comme je dis 3 voix, il voulait de l'amnistie. Là, il ne montre pas, il ne démontre pas encore la disponibilité pour l'avoir. Merci à vous, Agapit Napoléon Africain et Gaganoumnon. Lorsque le président Patrice Talon renvoie Eric Ounete au niveau du Parlement, cela sous-tend quoi selon vous, politiquement? Oui, tout à l'heure, je disais que rencontrer le chef de l'État, c'était un symbole, hein, c'est un échange, c'est un dialogue. Mais le lieu par excellence de la bataille politique, c'est le Parlement. C'est le Parlement. Et là, les batailles se gagnent progressivement. Et aussi, il faut faire des concessions, trouver des compromis, créer le consensus. Donc, il s'agira pour eux, au Parlement, de savoir se positionner. Ils ont un membre des démocrates, un député des démocrates qui est
dans le bureau du Parlement. Bon, je ne sais pas comment ça a été fait, mais ce qui est sûr, c'est fait. Donc, je pense que ça doit être la ligne d'action. S'ils ont eu un membre de leur parti dans le bureau de l'Assemblée nationale, donc qu'ils suivent cette ligne de crête pour les autres actions qui arrivent, qu'ils suivent cette ligne de crête pour les autres négociations. Et je crois que opposition ne veut pas dire radicalisme, ne veut pas dire extrémisme, parce que en politique, radicalisme a un nom, a toute une explication. Extrémisme, ça a aussi une explication. Quand vous allez dans des pays occidentaux où l'extrémisme existe, on sait ce que c'est. Le radicalisme, on sait ce que c'est. Mais une opposition normale, on sait ce qu'elle est aussi. Donc, c'est à eux de s'inscrire dans une opposition normale, sans extrémisme, sans radicalisme, et surtout ne pas s'opposer pour s'opposer. S'opposer pour s'opposer, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est le lieu de recherche de toutes les possibilités. Et chacun donne les moyens pour aller vers ces possibilités-là. Et c'est en fait ça qui fait la différence entre une opposition et une mouvance. Les moyens pour atteindre les possibilités. Et ces possibilités, c'est rendre au peuple toute son expression, son bien-être, son épanouissement. Donc, travailler pour le bien de tous, mais à travers plusieurs moyens. Voilà. Voilà. Alors lorsque on se réfère au dernier propos de Agapina Mafroikan, qui déplorait le fait que les démocrates n'aient pas pu voter ou approuver le rapport d'activité du président Louis Vlavonou, et que l'on sait que le président Patrice Talon, pour la libération de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvor, renvoie la balle au Parlement. Est-ce à dire qu'au niveau de la démocrate, il y a une dichotomie qui s'observe, entre autres? Ils sont adultes, eux tous. Ils sont en politique il y a longtemps. Eux-mêmes savent pourquoi ils n'ont pas voté le rapport. Ils savent pourquoi. Et ils veulent peut-être montrer qu'ils sont présents. Montrer que les choses ont changé et qu'ils sont là. Ils veulent peut-être opérer par voie de rapport de force. Par voie de rapport de force. Mais est-ce que c'est cette voie qui est la meilleure voie? Ou soit ils se disent, mais pourquoi déjà un rapport? Parce que peut-être ils vont se dire, non, mais nous on a d'autres sujets plus importants. Et voilà. Et lorsque je vois très souvent dans les pays comme la France ou les États-Unis, telles que les oppositions se comportent au Parlement, parfois c'est très 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 violent, c'est tapageux, on sent vraiment une violence, on sent une opposition stricte, tout ça. Mais nous ici, nous ne sommes pas dans la même réalité parce qu'ils sont minoritaires. Quand une opposition est peut-être à une proportion plus équilibrée, la posture est différente. Mais quand vous êtes minoritaire, là, il faut aussi trouver d'autres stratégies. Et donc, les pistes que j'ai émises sont des pistes hypothétiques.
pourquoi ils ont fait ça? Bon, ils sont adultes, bon, voilà. Et s'ils trouvent que, bon, c'est banal, bon, voilà. Mais il faut les attendre sur d'autres choses plus sérieuses. On va voir au fil du temps, au fil des dossiers, au fil des lois, comment ils vont se positionner. Comment ils vont se positionner. À Capitaine Napoléon Mafoïka, on a l'impression que vous êtes en train d'estimer qu'il faut qu'il se fasse l'âne pour avoir le foin. Les rapports de force, mon père l'avait vient de le dire. En réalité, dans toute organisation et dans la vie communautaire, on est obligé de tenir compte de ces rapports de force. En toutes choses. En toutes choses. Parce que chez nous, on dit enfant et le meilleur ou grand l'opédé. En fait, c'est ça. On dit qu'il te dépasse, tu dis non, c'est juste un peu. Non, il n'y a pas d'un peu. Il te dépasse, il te dépasse. Vous êtes une opposition minoritaire. Dans un régime présidentiel, vous représentez le quart du nombre. Mais on se passe de vous. Dans une démocratie formelle, on n'a pas besoin de... Vous parlez, vous avez votre temps de parole et puis ça avance. Regardez en France, tout récemment, la Constitution a prévu le 49.3, qui est une mesure exceptionnelle. Lorsque la majorité n'est pas en mesure donc d'être constituée et que pour l'intérêt supérieur des Français, le gouvernement en place estime qu'il doit partir, il passe. Alors on dit que c'est pas démocratique, mais c'est quand même dans la Constitution française. Et si c'est pas démocratique, c'est dans la Constitution française. La Constitution a régulé comment il faut l'utiliser. Donc, alors, lorsque c'est dans ces conditions, ou dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, comme le régime français, où on fait recours à ça, vous comprenez qu'à un moment donné, on n'a pas le temps de dialoguer, vous parlez, c'est un parlement, vous parlementez, comme dirait l'autre en griffe, et après, nous on passe. C'est ça le principe. Après, on dit, oui, bon, d'accord, dialogue, consensus, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais la Constitution a organisé le principe, le modèle. Regardez notre organisme. Notre organisme, on ne peut pas tricher avec. Parce que le foie ne peut pas jouer le rôle du rein, le rein ne peut pas jouer le rôle du cœur, le cœur ne peut pas jouer le rôle de l'estomac, ou de la réticule biliaire, ou de la bile et autres. C'est la réticule biliaire. Donc, c'est la même chose que dans une organisation institutionnelle. Dans le cas d'espèces, ils sont opposition. Ils sont minoritaires. Ils ont fait campagne sur libération de Rekia et de retour des exilés. Ils n'ont pas eu majorité. Premier principe, le peuple a d'autres préoccupations que celle-là. Même si je reconnais que rien ne vaut la liberté, je le dis toujours, et que c'est logique que les gens luttent pour que ces personnalités soient libres. Mais il se fait que le peuple auquel ils ont fait recours n'a pas pris ça comme premier principe, comme souci prioritaire. Vous allez au Parlement, il y a un nombre. Vous dites, ok, ils jouent le Parlement. Mais ils partent faire les conférences de presse. Ils parlent de Yaïboni en Esséphane Soglo. C'est bien. Tout ça, c'est bon. C'est pour les médias, pour les réseaux sociaux, c'est bien. Mais pour la démocratie, pour l'effectivité, et c'est pour ça que moi je me demande, est-ce qu'ils veulent réellement? Moi je doute. Parce qu'ils ne sont pas des novices. Éric Ngoundete est un ancien parlementaire, avisé, politique. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a aussi. C'est un ancien parlementaire avisé, bien connu, qui connaît les méandres. Bouriaï et Nicéphore Kotsoglo, je n'en parle pas, parce qu'eux, ils ont été totalement au niveau supérieur qu'on peut toucher au niveau national. Alors, s'ils n'ont pas compris qu'il faille le mécanisme, s'ils n'ont pas compris la stratégie à mettre en œuvre pour pouvoir se retrouver et obtenir ce qui leur paraît important, mais c'est grave. S'ils ne donnent pas, ils ne peuvent pas en avoir. Et en 2019, pourquoi on est allé aux élections seuls et avec la majorité uniquement? Parce que c'est la même radicalité. Ils étaient dans un processus de dialogue. Ils ont signé. Après, ils renient le signature sans expliquer. Ils quittent le dialogue et ils demandent que, bon voilà, tout le monde les attend. Après, on parle des députés nommés, députés. On est dans la même dynamique. Ils vont dire, bon, après, ils vont prendre le peuple à témoin. Mais le peuple a d'autres priorités. Moi, je pense que s'ils ont besoin que les choses évoluent, logiquement, il faudrait qu'ils comprennent comment faire. Et ils savent, moi, ce qui me pousse, c'est que je ne peux pas dire que Éric Ngoundete ne sait pas, il connaît la logique parlementaire, il connaît les rapports de force, il connaît tout ça. Alors donc, ne pas voter le rapport d'attitude du président de l'Assemblée nationale, c'est un acte politique majeur au Parlement. C'est un rapport statutaire. À chaque session, le président présente son rapport. Et c'est un acte politique parce que, je me rappelle, en 1993, le groupe parlementaire Le Renouveau voudrait profiter du rapport du président André Mbedji pour le pétanquer, pour le destituer.
parce qu'ils estimaient qu'Adrien Mbedi, qu'ils ont fait venir, a pris faire les causes pour l'opposition. Et ils ont préféré, et ils ont dit clairement qu'ils vont rejeter son rapport et destituer. Ils ont mis en place le processus de destitution. Le président Mbedi qui a compris tout ça, dans son discours d'ouverture de la deuxième session, de la session d'octobre 93, a fait un discours pathétique et a stigmatisé ce fonctionnement-là. On y revient. Le rapport du président de l'Assemblée nationale, c'était un rapport politique. C'est le rapport de ses autorités, mais c'était un acte politique majeur. Et ils comprennent que du 12 février, je finis par là, ils comprennent que du 12 février au 27 avril, ça fait à peine 2 mois et demi. Qu'est-ce que le président a très mal fait? Et ils savent qu'ils ont des dossiers. Ils doivent refaire les commissions. Et ils ont un dossier d'amnistie qu'ils ont introduit. Alors, ne pas voter les lois n'empêche pas les lois du parti, sauf la loi constitutionnelle, avec leur nombre là. Sauf si la majorité présidentielle se désagrège. Donc, voilà en quoi le rapport de force. Parce que demain, quand ils vont parler de majorité Godillot, il ne faut pas qu'ils oublient que, de manière mécanique, ils rejettent le rapport du président de l'Assemblée nationale, sans vraiment qu'il y ait quelque chose de foncièrement important dans ce rapport qui mérite qu'on le rejette. Voilà. Alors, Eric Aguelino, est-ce que vous notez un manque de pragmatisme dans cette volonté des démocrates de voir Réky Amadougou et Joël Aïvoire libérés? Parce qu'on lit un peu sur la toile, on voit les commentaires où certains estiment, si je fais qu'ils sont peut-être dans des actions cosmétiques, si on peut le dire ainsi. Malheureusement, je ne peux pas répondre clairement à la question parce que je n'ai pas encore de visibilité sur la façon dont ils veulent agir. On ne voit pas la visibilité. On n'a pas de visibilité. Je ne sais pas si eux-mêmes veulent évoluer sans que l'opinion n'ait de visibilité sur eux, sur leurs actions. Ça peut être aussi une option. Mais et pour les élections, pour les commissions, bon, ils ont été mis de côté. Et puis... Ils ont été mis de côté ou bien ils ont boycotté? Bon, ils sont pas sûrs, ils sont pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ils ont été mis de côté. Oui, bon, voilà. Donc, et puis ils souhaitent qu'on refasse l'élection. Bon, maintenant dans cette foulée-là, qu'ils ne votent pas le rapport, et moi je me dis qu'ils sont dans cette logique-là. Ils sont dans cette logique que au niveau de l'élection des membres de commission, ils ne sont pas. Donc, pour eux, ça veut dire que cette élection fait partie du rapport. Est une bonne entité du rapport. Peut-être c'est dans cette logique qu'ils n'ont pas voté. Bon. Au moins, je peux associer ces deux choses. Mais pour la suite, en ce qui concerne la libération de leurs camarades, le retour des exilés, je ne vois pas de visibilité et d'action concrète pour... D'abord, pour vous, est-ce qu'il y a des exilés politiques au Bénin? Mais vous savez, là, c'est difficile d'y répondre en votre position. Non, il n'y en a pas. Je pense pas. Selon Agapit Mafoïka, il n'y en a pas. Selon vous, est-ce qu'il y en a? En toute neutralité. Le chef de l'État a dit devant Macron, et je suis totalement d'accord qu'il y en a qui ont des affaires et ils n'ont pas voulu répondre. Ils sont sortis du pays. Il faudrait déjà qu'ils répondent des affaires et qu'ils trouvent que leurs droits sont brimés. Ils sont dehors. Ceux qui sont en prison, ils sont en prison parce qu'ils ont pris des positions qui heurtent, selon la justice, le droit commun. C'est des politiques. Mais le droit, les tribunaux du Bénin disent qu'ils sont, en tout cas la Triette a jugé et dit qu'ils sont coupables. Et moi, leur dire qu'ils sont des détenus politiques pose un problème, donc, de la définition. Oui, non, c'est une question pour mon père. Oui, puisque vous voulez arracher la parole. J'ai essayé de... Vous voulez arracher la parole. Non, je n'ai pas arraché, je voudrais que vous... Oui, je vous repose une question. Vous savez, lorsqu'on suit les commentaires de part et d'autre sur la toile, ce que dénoncent les uns et les autres, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de sentiment de culpabilité par rapport à tel ou tel autre, mais on estime qu'il y a une volonté politique de vouloir faire taire toutes les personnes qui ne seraient pas en phase avec l'action gouvernementale, mais qui auraient des casseroles.
Écoutez, moi, tellement les gens... Lorsque l'on connaît un peu le passé de nos acteurs politiques, pas le passé, avec la gouvernance qui a été les leurs. Écoutez, moi, j'ai travaillé avec Yahi. J'ai travaillé sous Yahi. Comme je dis, je n'ai pas de son collaborateur direct, mais j'ai travaillé de manière active. Hein, dans ce système. Donc, vous avez vu des choses. Même si c'est en back-off, hein, même si c'est en arrière-plan. Je dis, pour moi, le problème n'est pas là. Yahi a la même perception de la gouvernance que le président Talon. Sauf que le Yahi hésite à chaque fois. Il ne va jamais au bout. Au moment où Talon, lui, il les aide. Il laisse chaque institution fonctionner. Et là maintenant, on l'oblige à intervenir dans le fonctionnement institutionnel. Au même moment, on dit que c'est une dictature. Finalement, on l'oblige à intervenir dedans. Au même moment, on dit que, on a même allé demander au chef d'État de prendre une ordonnance pour arrêter une loi promulguée, publiée, qui est en cours d'exécution. On dit non, prends ordonnance pour arrêter la loi. Alors, ouais, on est dans un état particulièrement bizarre. Dans le cas d'espèces, les gens ont eu le temps de faire le tour du pays en dialogue itinérant. Il a dit beaucoup de choses. Rika Madougou. C'est ceux qui sont au pays, ceux qui sont à l'étranger. Non, ceux qui sont à l'étranger, mais Adjavon a soutenu la rupture. Il a soutenu le second, il a créé l'USL. Mais après, il a déjà fait. Oui, il a soutenu la rupture. Après, il y a la création du USL. Mais Yaïboni même a dit que c'était un prédateur, et qu'il divertit nos sous dehors, et que fiscalement c'est un incivique. Yaïboni, il y a des vidéos. Je sais à quel moment il a dit. Donc, alors si Yaïboni le dit, et si aujourd'hui le pouvoir a pu réunir les éléments, moi ça me pose un problème. Agosto Djeronté, c'est un ancien garde des Sceaux. Léon Fungbadji. Agosto Djeronté, c'est un ancien garde des Sceaux, on l'invite et il disparaît. Alors moi, vous voyez, mon problème c'est simple. Ne me coupez pas. Moi, mon problème est simple. Vous avez coupé le père? Non, oui, mais tout à l'heure, j'ai retourné la parole, vous m'avez dit. Allez-y. C'est un gars des Sceaux. Moi, mon problème, c'est un problème de principe. Tu ne peux pas avoir été garde des Sceaux. Donc, patron d'une justice, même si, qui a soumis d'autres. Et maintenant, on t'invite pour répondre d'une affaire qui disparaît. C'est facile de crier à la chasse de sorciers. C'est tout à fait facile. Il faut le principe de la redevabilité, la notion de responsabilité et de redevabilité. Vous devrez l'obliger. Lui, un homme de Dieu, il est pasteur. Ça devrait l'obliger à aller devant la justice et répondre. Et s'il doit faire la prison qu'il fait. Jésus s'est livré. Au moment où, de manière, il a été injustement accusé, attendez. Donc, pourquoi lui? Non, c'est pas par rapport au père. Jésus est livré. Donc, on vient de finir, on est dans le temps pascal, non, la temps pascal, je suis chrétien catholique. Jésus est livré. Donc, je ne vois pas pourquoi lui, qui est pasteur, homme de Dieu, qui professe, qui puisse éviter la justice. Elle est des hommes, d'accord. Mais lui, il a dirigé cette justice des hommes, donc il y a cru. Et il a dit que le pouvoir était divin. C'est ce qu'il disait quand il était là. Donc, lorsque quelqu'un sort du pays comme ça, et on dit qu'il est exilé politique, je me dis, mais moi, ça me pose un problème. Finalement, où est le centre du pouvoir? Où est la ligne de démarcation entre, oui, bien sûr, où est le centre du pouvoir? Où est la ligne de démarcation entre l'exilé normal et l'exilé politique? Quel est l'acte tangible de l'exil politique? Moi, je suis devant ces cas-là. Sinon, moi, mais je peux passer la frontière et dire que je suis exilé politique. Pour que la justice me convoque. Je vais dire trois choses. Oui. Par rapport à ce qu'on appelle exilé. Mais qu'est-ce que vous entendez par exilé politique? Lorsque j'étais en France, j'ai travaillé avec plusieurs associations qui accompagnent ceux qui sont exilés. Le pays d'accueil peut les considérer comme exilés à travers le récit de leur vie. Ils font un récit de vie avec les preuves, tout ça, et ils peuvent être considérés exilés. Mais leur pays peut dire non, ils ne sont pas exilés. C'est bien possible qu'un État puisse dire « moi, je n'ai pas d'exilé ». Par contre, celui qui est de l'autre côté, lui, sur la base de son récit de vie et des preuves que les autres vérifient et authentifient, donc, disent qu'ils sont exilés. Et les Nations Unies le disent et reconnaissent ça. Bon. Maintenant, deuxième chose, la justice d'un pays,
peut ne pas avoir confiance en cette justice-là. Parce que quelquefois, et c'est dans tout pays, hein, c'est dans tout pays, et quand Dupond-Moretti a été nommé ministre, et des magistrats ont dit mais non, on ne veut pas de lui. Donc, la justice de tout temps a été toujours un appareil à qui on ne fait pas trop confiance. On ne fait pas trop confiance pour telle ou telle raison. Donc, et puis, au-delà même de cela, chaque pouvoir en place met en exergue une politique judiciaire qui peut être rigoureuse, qui peut être très dure, qui peut être intraitable. Et quand vous savez que le pouvoir judiciaire de mon pays est intraitable et que vous n'avez aucune chance, même si vous prenez 100 avocats, alors là, il y a problème. Des gens peuvent dire non, je ne veux pas me présenter devant la justice parce que telle que la justice est là, je risque de ne pas avoir gain de cause. Ça existe dans plusieurs pays. Et les gens démontrent. Quand ils vont à l'extérieur, ils vont démontrer. Voilà. Et troisième chose, c'est notre situation carcérale au Bénin. Notre situation carcérale est une situation difficile. Vous imaginez quelqu'un qui, a la chambre climatisée, le salon climatisé, voiture climatisée, un confort donné, 24 heures en prison. Vous savez ce que c'est, mais ça va casser son moral. 24 heures en prison, ça va casser son moral. Sans oublier aussi toutes les autres conditions. On a vu tout ce qui a défrayé la chronique par rapport à Ivor, par rapport à Madougou, tout ça là. Ces échos-là, quand ça va au plan international, ça donne raison à ceux qui ont fui parce que, ils voulaient pas rester dans cette situation dégradante. Et puis, aussi, il y a beaucoup aussi qui ont vécu cette situation dégradante et qui sont sortis. Je ne sais pas si leur position a changé ou pas. Donc, voilà les 3 points pour répondre à ce que le doyen disait. Ce que le doyen disait. Merci à vous, Père Eric Aguelouno. Je reprends les 3. Je reprends rapidement les 3 points. Non, du tout. C'est un débat. Ok, allez-y. Je reprends dans les 3 points. Là où l'appréciation individuelle, moi, j'ai aussi mon avis sur tout. Mais le problème est de savoir quelle est la place de la gouvernance politique. Quelle est la place de l'État dans ce que chaque individu... Je suis un peu embêté de ce point de vue. Nul n'a le droit de se rendre de faire justice, d'accord. La mission régalienne et régulatrice de l'État dans une société et l'appréciation individuelle. Moi, je suis radicalement contre la prison. J'estime qu'un homme sérieux ne peut pas aller s'asseoir dans un cadre, et encore une autre prison conçue pour, je ne sais pas, 200 personnes, 400 personnes, 800 personnes, où il y en a 8000, 5000, 2000, 3000, où dans les conditions dont les gens se couchent de manière bizarre comme des sardines. Alors, c'est vrai, moi, je ne sais pas si je peux tenir un mois. Je ne sais pas. Donc, humainement, la prison est un mauvais lieu. Mais après, nous ne faisons pas le débat de la prison. Humainement, la vie carcérale, la politique carcérale de nos États pose problème. Mais nous ne faisons pas le débat. Nous faisons le débat de 2 ou 3 personnes, au plus 10 personnes. Alors qu'il y a des gens qui sont en prison depuis des années. Moi, je suis dans la justice et dans le cadre de principe dans lequel j'estime que l'homme politique n'a pas plus de droits que le journaliste, qui lui-même n'a pas plus que le prélat, que lui-même n'a pas plus que le cultivateur de mon village. Or, on oppose au cultivateur de mon village, nul n'est censé ignorer la loi. On l'accuse, on le condamne. Et pendant ce temps, de l'élite qui devrait pouvoir montrer l'exemple. Quand toi, ministre de la Justice, tu disparais pour dire « je ne crois pas en la justice de mon pays », mais ça veut dire que tu es un farceur. Je ne fais pas de fixation personnelle. Donc, je ne parle pas de décision d'agression. Rick Amadougou était ministre de la Justice. Alors, quand tu étais ministre de la Justice, dans cet environnement, l'univers carcéral n'est pas à nouveau sous Patrice Talon qui ne l'était avant. Mais pourquoi
c'est maintenant que tu trouves que c'est mauvais. Ça veut dire que quand toi tu profitais du dispositif, tu ne trouves pas que c'était mauvais parce que ça ne s'est pas dégradé plus sous Yahi, plus sous Talon que sous Yahi. Tout le monde revendiquait l'impunité. Lorsqu'on a commencé par mettre en avant l'impunité, on dit droit de l'homme en danger. Donc, moi, mon problème, c'est que il faut des débats, il faut vraiment créer des conditions propices au niveau de l'élite, au débat des concepts, des notions, pour que nous puissions nous entendre sur ces vocables, parce que sinon nous trompons les peuples, les populations. Le regard de la France sur notre gouvernance n'est pas meilleur. Le président, aujourd'hui, regardez par exemple la retraite. Voilà une loi qui est passée contre la vie du peuple. Si on regarde un peu les manifestations, mais pourtant, légitimement, ou bien le pouvoir était en position de le faire, et l'a fait. Et les règles sont connues là-bas. Une fois que c'est promulgué, les gens continuent de manifester. Mais j'ai vu comment ils ont sorti les canons à eau pour pouvoir empêcher ceux qui dégradaient. Quand il y a eu, les gens ont pris le Capitole. Pourquoi les États-Unis n'ont pas dit non, nous sommes un pays démocratique, on va laisser les gens rester là? Pourquoi Trump est poursuivi? Pourquoi? Alors, mais il y a les lois de chaque pays. Il n'appartient pas à la France de venir juger les lois du Bénin, ou le Bénin de juger les lois de la France et des États-Unis. Je pense qu'il y a un standard. Et le standard est là. Quels sont les éléments du standard qui sont touchés de manière fondamentale et radicale? Là, on peut en parler. Mais si moi, c'est un individu, une ONG, une organisation internationale, des trucs qui sont financés par des... Moi, je trouve que le jeu est biaisé. Le jeu est biaisé et donc du coup on s'embrouille parce qu'on ne sait plus quel est le centre du pouvoir. Est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est trois pelés de tondus? Ou alors c'est l'élection qui vous confère le droit d'agir? Agapit. Voilà là où moi je me perds dans le... Je veux dire au doyen Agapit que soit on est en démocratie, soit on ne l'est pas. En démocratie, il y a 3 grandes entités. Le pouvoir central, l'opposition et le peuple. Et le peuple, c'est la rue. Il n'y a... Là, on est en rupture. Le peuple n'est pas la rue. Pour moi, le peuple n'est pas la rue. Non, non. L'expression du peuple, c'est de la rue. Le peuple ne peut que s'exprimer que dans la rue. En démocratie, c'est comme ça. Notre constitution dit que le peuple exprime sa souveraineté lors des référendums ou lors des élections. Ou à travers ces. Pour moi, la rue n'est pas dans notre constitution comme lieu d'expression. Vous êtes au plan juridique. Oui, je veux parce que c'est au plan philosophique, l'expression du peuple, on le voit dans la rue. On a quitté la philosophie il y a longtemps pour créer le cadre juridique de vie. Non. Sinon, chacun le fait comme il veut. Non. Oui. Laissez-moi terminer. Donc, le peuple s'exprime à travers la rue. Le peuple sort dans la rue, s'exprime. C'est pour ça que vous allez voir que dans beaucoup de pays de vieille démocratie, on permet au peuple de sortir dans la rue. Maintenant, dans d'autres pays, la loi peut dire non, ne sortez pas dans la rue. Ça, c'est le pays qui admet ça comme ça. Mais il faut dire que quand on prend la démocratie dans son essence, dans ce qu'elle est, le peuple s'exprime et s'exprime dans la rue. La représentativité du peuple à travers les députés, les maires ou les conseils communaux est limitée. Ça limite même l'expression du peuple, le peuple comme démos. Maintenant, par rapport à tout ce que le doyen Agapit disait, il faut dire que au temps de Yahi, il y avait assez de problèmes et le Béninois voulait vraiment un changement. Et quand je prends l'aspect justice, le Béninois voyait que mais il y a eu tel problème, il y a telle affaire, et que avec le régime de la rupture, on peut avoir solution à tout ça. Mais malheureusement, le régime de la rupture n'est pas venu régler ces problèmes-là. Le problème, c'est un problème de déception. C'est un problème d'espérance qu'on avait, mais on n'a pas eu la promesse des fleurs. Et ça, il faut pouvoir l'avouer. Parce que quand on voit le sérieux
et la structure des personnes qui sont là, et après on voit les actions. Il y a une différence entre ces personnes qui sont structurées, qui sont bien, qui ont un discours bien, bien, qui tient la route, et après le concret que nous voyons. Et ça, c'est une désespérance. Merci. Avec la différence, avec la petite différence quand même Napoléon que ceux Mafoïka. qui se plaignent, c'est l'élite qui se plaint. Agapit. C'est pas le peuple. Le Napoléon peuple ne se plaint pas. Mais- Donc, en mais- réalité, même la rue dont on parle, qui va à la rue? Combien de fois il y a eu la rue depuis 2016? Et qui va à la rue? Les seules fois où il y a eu la rue, c'est les délinquants que les gens, mais on va sur le terrain, des gens, des jeunes, des badauds, des drogués, des gens qui, donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas quantifier la rue avec les drogués, les délinquants. Donc, ce que m'a dit que quoi après les banana et les badauds. Donc, en réalité, encore faudrait-il que ce soit représentatif. Dans le cas d'espèce, la rue que nous avons n'est pas représentative. Ceux qui disent qu'ils sont déçus, c'est pas eux Merci. le peuple. C'est-à-dire que c'est l'élite. Donc c'est l'élite gâteuse. C'est-à-dire que c'est un peu, on est au sommet, on est politique. Nous, quand ça nous tient, quand ça nous frappe, on n'est pas content. Et on dit que le président. Oui. C'est le peuple. Je voulais dire Oui. à Agapit Mafoïka Oui. que quand je parle philosophiquement de la rue, je ne parle pas des blackboards qui viennent casser. Je parle pas de Chez cela. nous, c'est là ça qu'on a. Non, il n'y a pas eu. Depuis 2016. Non. Le pays, notre pays existe depuis 1960. Oui, mais depuis 2016, moi je parle de la rue parce que nous parlons de Moi, j'élargis le débat. Ah d'accord. J'élargis le débat en disant que et de l'égalité politique, mon père. oui, j'élargis le débat en disant que on a vu des gens qui ont marché. Mais qu'on a eu Mercredi Rouge. Exactement. C'était très sérieux. Voilà. On a vu des magistrats marcher. On a vu des fonctionnaires marcher. C'était très, très, très sérieux. Mais quand il y a quand la marche est prohibée, et la belle marche est prohibée, et donc on peut assister à d'autres choses que vous assimilez au désordre. On peut assimiler et malheureusement. Donc vous voulez parler des autres? Pardon? Pour vous, c'est pas des autres? Merci à vous, Père Agamemnon. Merci à vous. J'ai dit que des marches sérieuses ont été prohibées. Voilà, je crois que Malheureusement. va se poursuivre. Si ce plan, on n'est pas d'accord. Je me retourne vers vous, Agapit Napoléon Mafoïka. Cette semaine, le mercredi, le président Patrice Talon a procédé à la nomination d'un ministre conseiller à l'investissement. Pour vous, quel en est l'intérêt? Ah non, ça c'est lui seul qui sait quel est l'intérêt. Mais l'analyse qu'il voit un peu la structuration de l'équipe gouvernementale. Non, je n'ai pas regardé. On regarde le dernier réaménagement technique qui a été effectué. Non, c'est la confusion, c'est de lier le ministre conseiller au gouvernement. Il n'est pas membre du gouvernement. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de lien à établir entre le réaménagement technique du gouvernement et la nomination d'un ministre conseiller. Le ministre conseiller, c'est un collaborateur du président de la République. La preuve. Il veut rendre le ministre. Oui, bon, le président peut ériger tout le monde, tout ce qu'il veut, en rang de ministre. Donc, tout comme Pascal Yadekoupaki est secrétaire général à la présidence de la République avec rang de ministre d'État. Donc, il peut ériger un chef de mission en rang de ministre. C'est lui qui a la route, mais un peu sur ses proches collaborateurs. Donc, dans le cas d'espèce, sachant déjà qu'en 2021, le 28 mai, il avait déjà nommé Ahmed Agamemnon, ministre conseiller, qui est parti en 2022. Bon, on n'a pas trop communiqué là-dessus, mais il est parti. Donc, Ahmed Agamemnon, qui est un peu le même profil que celui qui vient d'être nommé, un peu de... Bon, encore que celui-ci a fait beaucoup de pays, il a étudié un peu ici, un peu, il a les continué à l'extérieur, il est dans le milieu. Alors, quel est sa fonction? C'est un haut fonctionnaire du chef de l'État, c'est des collaborateurs à la disposition de l'État pour booster l'investissement, qui connaissent un peu le milieu, qui connaissent un peu les rouages, qui connaissent aussi les procédures et qui peut accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ces objectifs-là. Mais il n'est pas membre du gouvernement, il est un collaborateur du chef de l'État. Agamemnon, sur cette nomination? Je n'ai pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaire? Non. C'est une nomination conséquente de la politique du gouvernement pour les investissements dans le pays et le profil est très bon et il fera très bien le job.
Amen. Mais rapide développement africain, il y a une question qui subsiste. Il y a également un sujet qui a fait l'actualité cette semaine. J'ai omis d'en parler parce que s'il y avait eu l'autre politique avec nous sur ce plateau, on aurait pu bien en parler, notamment les remous au niveau du bloc républicain. Je vais juste vous prendre quelques secondes là-dessus. Mais également, il y a également une inquiétude de la classe politique. On note le fait que le président Patrice Talon ne prend pas trop en considération les calculs politiciens lorsqu'il s'agit de nomination et de promotion de partenaires. Mais tout ce qui l'entoure sont des politiques. Et d'une manière ou d'une autre, ils sont Des politiques dont on a vu également les performances. Mais ils sont pas le bas. Ils sont pas le bas, c'est un haut lieu de la République. Mais attends, le problème est un peu ça. C'est-à-dire que les mêmes personnes voudraient être ici, là-bas, au même moment. Ça pose un problème. Hein? Ça pose un problème. On est dans une gouvernance. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, ouais, mais c'est pas une impression, j'étais presque certain quand même que nous sommes sur un mauvais chemin depuis 90. C'est-à-dire que on avait besoin de structurer l'État, qui était totalement délétère, totalement à terre. On a fait la conférence nationale, qui était une mauvaise situation dans laquelle on a pu se retrouver. Mais ça nous a permis de nous remettre sur le bon chemin. Et après, on a dit, ah, mais c'est terminé. On est déjà sur le bon chemin. On peut faire n'importe quoi. On n'a pas restructuré l'État. On n'a pas structuré l'État. Peut-être que tout ce que l'abbé trouve que sous les yaïs, sous les talons, peut-être certains sont déçus. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut quand même bien que quelqu'un fasse le mauvais job pour que ce qui a quitté, pour que la chose soit remise à l'endroit. Dans le cas d'Express. Ma question, pour être plus précis, êtes-vous conscient que la tranquillité dans la gouvernance résulte de la stabilité politique? Et pour avoir une stabilité politique, il faut contenter les partenaires politiques. Ils sont combien? Et on a combien de Béninois? Le chef de l'État, le chef de l'État, de tous les Béninois. Alors, ceux dont vous parlez sont combien? À UPR, ils sont combien? Au bloc républicain, ils sont combien? Ajouter tous les autres partis politiques nationaux. À toucher les 15 partis politiques, ça fait combien? Nous sommes tous des Béninois. Donc, pour moi, au gouvernement, faites le point déjà. Il y a 3 sorties. Il y a 2 entrées. Quel est le problème fondamental? Ceux qui sont entrés, ils ne sont pas des Béninois. Et qui vous dit qu'ils ne sont pas apparentés ou affiliés à des officiers politiques. Je pense que on est trop émotif. On s'emballe très vite. Et on laisse l'essentiel du débat à faire. Et l'essentiel du débat à faire, c'est le débat du modèle politique. Quel est notre modèle politique? Sur quelle base nous entendons? Quel est le minimum autour duquel nous sommes ensemble et sur lequel on peut s'entendre pour avancer dans le développement? Mais on est un peu trop... Pour moi, le bloc républicain, l'UPR, le gouvernement... Non, je vais vous revenir particulièrement, vous pouvez opiner sur le BR, je vais revenir, peut-être l'abbé peut laisser passer, mais sur cette question où des gens estiment que le chef de l'État ne prend pas en considération les efforts de certains partenaires politiques dans la promotion des membres de son gouvernement ou des directeurs techniques. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'en matière de gestion du personnel politique, le chef de l'État a fait certainement une option. L'option d'une équipe resserrée, l'option d'une équipe de confiance et d'une équipe stable. Ça, c'est aussi politiquement une option. Mais politiquement aussi, il y a aussi une autre option. L'option qui consiste à faire des remaniements après chaque élection, comme on le voit ailleurs. L'option de changer de cadre et de donner beaucoup plus de visibilité à tous les cadres. Mais l'option du chef de l'État, c'est l'option qui consiste à travailler avec les généraux. Il travaille avec les généraux et c'est une équipe de généraux. Et par contre, les officiers supérieurs, bon, il les utilise pour autres fonctions, directeur d'entreprise d'État, dans les cabinets, dans les postes techniques et autres. Et c'est vraiment une option. Et puis, on sent qu'avec cette option, que c'est lui qui a la manœuvre en main. Il a la manœuvre en main. Parce que qu'est-ce qu'un chef d'État va gagner en 10 ans, en ayant 50 ministres, et au bout de ces 10 ans,
les gens le voient et le dépassent dans la rue. À quoi ça va? Merci à vous, Père Eric Agen, on l'aura compris. Agapit Naploma Foikan, chroniqueur analyste politique. Rachidi Guadamassi a émis le vœu. Bon, il a adressé un courrier dans lequel il dénonce la gestion du ministre d'État Abdoulaye Biachani du Parti politique Bloc républicain. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, honnêtement, je n'en pense rien. Moi, je n'en pense rien parce que ça fait partie du jeu. Où on sac l'autre, on fait tout. Donc, pour moi, je n'en pense rien. C'est conforme un peu à l'éthique du Béninois. Là, je vais tout noircir peut-être si je continue à parler parce que l'autre a parlé de la béninoiserie, l'autre a parlé de la rouerie, l'autre a parlé donc de la méchanceté gratuite, l'autre a parlé de l'inculture et de la méchanceté. Bref, si on doit continuer, moi j'estime que à l'interne d'un parti, il faut régler le problème à l'interne. Donc moi, je ne sais pas, ma bloc républicain, pourquoi je vais recevoir les diatribes de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la gouvernance? Et donc, je reste entre eux, j'ai le cadeau de gouvernance. Voilà, moi, je trouve que c'est... Bon, je crois que c'est une cuisine interne entre eux. Mais bon, qu'on parle de Abdoulaye Biachani comme ça, je dis, mais c'est un poids lourd. Hein. Il a commencé tôt, ministre des Finances, sous Kérékou. Il faut voir le parcours. Hein. Donc, il faut savoir à qui s'attaquer. Il faut savoir à qui s'attaquer. Vous avez dit beaucoup de choses en peu de mots. Merci à vous, Père Eric Agen. Je rappelle que vous êtes philosophe politique, écrivain, essayiste, analyste politique. Vous étiez face à Agapit Naploma Foikan, juriste consultant médias communication, analyste, chroniqueur politique. Merci également à vous, chers débatteurs, chers amis internautes. C'était à l'instant le débat du décryptage de Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain dimanche pour l'invité avec Herman Kekeri.